Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi tous les jours entre 19h et 21h. La chambre administrative de la Cour suprême siégeant en second et dernier ressort des mercredis 15 janvier à Yaoundé a livré divers verdicts sur les 70 pourvois inscrits au rôle. Une cinquantaine sera déclarée irrecevable. Les juges ont motivé ces décisions rendues par le fait que les tribunaux administratifs régionaux ne peuvent faire l'objet de pourvois, mais plutôt d'appel. Il y a, je cite là, le président par intérim de la Chambre administrative de la Cour suprême, il dit « Il y a violation de droit ». D'après lui, il convoquait ici à la fois l'article 40 de la loi fondamentale et l'article 114, alinéa 1 des textes, organisant les attributions de fonctionnement des tribunaux administratifs. La trentaine de recours enrôlés sous la forme d'appel seront examinés. Les listes Social-Démocratique Front à Douala 1er à Batibo, RDPC en Konsamba 3e, MCNC à Banka pour les municipales seront donc réhabilité. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information. Comme tous les vendredis, vous serez présenté par Nadine Yambou. Et tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, c'est le fait du jour. Contentieux préélectoral entre rejet des pourvois et réhabilitation des listes. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Jacques Bertrand. Bonsoir Jacques Bertrand. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Bonsoir à mes copanélistes. Je dis un bonsoir à l'ensemble des Camerounais soucieux d'un mieux-être, soucieux d'un véritable standard de vie, soucieux d'une République qui protège et qui libère des énergies, soucieux d'un Cameroun meilleur. Voilà, Jacques Bertrand, vous êtes juriste, vous représentez sur ce plateau le PCA1, c'est bien cela? Oui, sur ce plateau, je parle en ma qualité de représentant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Oui. J'adresse un bonsoir particulier au président national qui est le camarade de Cabral Libi, qui a su apporter la mouvance sur la scène politique camerounaise en sachant intéresser les jeunes à cette activité qui est une activité véritablement sociale. Maître Achille Lodjo, bonsoir. Bonsoir mon cher Serge, bonsoir à tout le panel. Bonsoir également à tous les inconditionnels de cette tranche horaire qui nous regardent actuellement. Bonsoir à tous les camarades combattants militants SDF de l'arrondissement de Douala 2e. Et en ce moment, l'obligation me permet plutôt d'adresser des salutations militantes à tous les membres de la coalition gagnante de Douala 2e réunis autour du SDF. Permettez-moi, Serge, d'adresser un bonsoir particulier à deux personnes qui me sont chères véritablement. Monsieur Njoya Ismaël et Monsieur Tamo, plus connu sous le nom de Tamo Shopping. Merci. Non, je vous en prie, c'est pas bon. Merci. Achille Lodjo, bonsoir. Léopold Chienjo, tu veux dire? Ouais, Léopold Chienjo. Bonsoir Serge. Bonsoir, comment vous allez? Je vais très bien, je me porte comme le Cameroun. Ah, comme le Cameroun? Ah, bien sûr, bien sûr. Et permettez-moi de m'acquitter d'un devoir en vous adressant toutes mes félicitations par rapport à ces nombreux prix que votre maison a dû glaner il y a quelques jours. Et je crois que ça démontre à souhait qu'un travail bien fait est toujours récompensé où qu'on se trouve. Voilà. Donc je crois que c'est l'occasion vraiment, une fois de plus, de réitérer mes félicitations et puis vous encourager à aller de l'avant. Ok, merci Léopold. À côté de vous, Maître Augustin Gueffat. Bonsoir Maître. Serge Alain, je ne sais pas si je vais dire bonsoir parce que la promotion Excellence à laquelle j'appartiens au barreau du Cameroun est vraiment sinistrée. Nous sommes tellement affligés que nous avons perdu le coordonnateur de la défense de l'un des partis, sinon le premier parti de l'opposition à l'heure actuelle au Cameroun, Sob Sylvain. Sob Sylvain, c'est celui-là qui m'a
fait l'honneur de m'inviter dans ce club de défense. C'est encore celui-là qui m'a appelé en premier pour savoir si j'ai été effectivement consulté par une coalition à Douala pour assurer la direction de leur campagne. Aujourd'hui, je suis tellement touché parce que je comprends pourquoi nos pères l'ont désigné le coordonnateur. À toi, Sylvain, qui part, je vais devoir relire Saint-Exupéry, Terre des hommes, et notamment le chapitre sur les camarades. Je comprends, ensemble, nous avons bâti beaucoup de choses. Venu le moment où nous devons récolter, un à un, les camarades s'en vont. Paix à toi. Merci. Voilà, Jacques-Bertrand Mange, je commence avec vous. Il y a quelques jours, c'était exactement, je crois, mercredi, on a vu circuler sur la toile un texte de votre président national intitulé « Scandale à la Chambre administrative de la Cour suprême ». Qu'est-ce que le PCRN reprochait véritablement à cette Chambre administrative de la Cour suprême? Il ne s'agit pas d'une question qui touche simplement le PCRN. Il s'agit d'une question qui touche la nation. Il s'agit d'une question qui touche les praticiens du droit. Il s'agit d'une question qui touche l'état de droit. En fait, vous savez, il est de notoriété établie, il est de principe et même de jurisprudence que les décisions qui sont rendues en instance mentionnent généralement le pouvoir. C'est-à-dire qu'on précise bien, lorsqu'il s'agit du premier ressort, on précise précisément sur la décision qu'on peut faire appel. Et lorsqu'il s'agit du dernier ressort, on précise que c'est un pouvoir en cassation qui se fera. Mais dans le cas d'espèce, il faut préciser à vos téléspectateurs, parce que généralement, ça ne sert à rien de faire des débats sur des notions, parce que les Camerounais au quartier n'ont pas l'élément scientifique qui leur permette d'avoir des réponses à certaines questions. Donc, de manière simple, il faut que les Camerounais sachent que avant 2009, c'est-à-dire que depuis le 19 décembre 2009, il y a eu déjà des juridictions qui sont des juridictions administratives des régions qui ont rendu des décisions, d'aucunes en première et en dernier ressort, et d'autres qui ont rendu des décisions qui permettaient aux justiciables de pouvoir se pourvoir en cassation. C'était bien précisé sur la décision de justice. Maintenant, il faut que les Camerounais comprennent également que c'est la première fois que le contentieux préélectoral au Cameroun se déroule dans les juridictions administratives de région. Donc, cela a souvent été fait, mais à la chambre administrative de la Cour suprême. Donc, lorsque j'ai dit cela, je souhaite que vous compreniez que il y a eu donc un léger manque d'information en ce qui concerne les deux textes qui encadrent véritablement le pouvoir lorsqu'il s'agit d'une décision préélectorale, que ce soit rendue par une juridiction administrative de région ou alors rendue au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême. Quand je l'ai dit, je souhaite que vous notiez que les décisions qui ont été rendues récemment, c'est-à-dire hier, avant-hier, on a remarqué une certaine forme de politisation du droit. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que les listes du PCRN sont véritablement attaquées par le parti d'en face, qui est notre principal adversaire dans cette lutte pour l'élection qui arrive. C'est qui le parti d'en face? Oui, bien sûr, je parle du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais. Il s'agit bien du parti majoritaire à l'Assemblée. Vous allez remarquer que les principaux challengers de ce parti dans des circonscriptions comme Galim, avec Hudson Bao, ont été mis en minorité. Vous avez la liste, par exemple, de Ndjok, du côté de Vroui-Est, avant même que l'ECAM ne finisse avec les listes, on nous avait déjà mis dans l'esprit un certain nombre de doutes, parce que nous avions bien déposé notre dossier qui était complet avec les paiements de caution, mais
pour entretenir le doute dans l'esprit des candidats, ils ont voulu nous faire croire que notre liste sera rejetée. Bon, mais bien après, la situation est revenue à la normale. Ouais. Et cela est également le cas à Yabassi. Conseil constitutionnel. Bien sûr. C'est également le cas à Yabassi avec la liste de Jean-Jean Diop, qui a été... Au municipal. Non, aux législatives. Non, au municipal. Voilà, qui a été attaqué par le RDPC parce qu'ils savent bien que sur ce terrain-là, c'est-à-dire à Yabassi, nous avons des fortes chances de remporter cette commune. Donc, et vous avez vu la décision qui a été rendue, M. Ndiok a été réhabilité dans son droit. Donc, c'est pour dire que lorsque un parti comme le PCRN met des candidats pour pouvoir challenger le parti d'en face, qui est là depuis 38 ans et qui n'a pas pu apporter des solutions aux Camerounais, les seules mesures qu'eux ils trouvent à faire, c'est de pouvoir nous lancer des pics, disqualifier certains de nos candidats d'une manière déloyale. Je veux donc dire qu'il faudrait que les Camerounais comprennent que le jeu doit être équitable et équilibré. Voilà, je vais d'abord interroger Léopold Sendjou. Il a sorti, Bertrand a parlé de politisation du droit. Ça, ce sont ces mots. Est-ce que vous sentez, je ne vais pas suivre. Vous sentez qu'il y a eu politisation dans tout ce qui se passe je ne vais pas depuis que les listes ont été rendues publiques? Sur cette question, je ne vais pas suivre Bertrand. Il est dans son rôle de politique. Moi, je suis là comme journaliste. C'est pourquoi je vous pose la question. Voilà, en réalité, moi, je pense que la loi est due, mais c'est la loi. Parce qu'en réalité, lorsque vous voyez les motivations au niveau du conseil de la chambre administrative. Au niveau de la chambre administrative, je crois ils ont été assez clairs. Ils ont été assez clairs. Vous savez, le droit a ceci de particulier, ils insistent sur la procédure. Vous pouvez perdre une affaire, pas parce que vous n'avez pas raison, mais justement parce que vous n'avez pas respecté la procédure. Au niveau de la forme. Au niveau de la forme. Oui. Et dans le cas des listes du PCRN, c'est de ça qu'il est question. Je crois que ils ont largement motivé la décision. Et le seul regret, c'est quand même que le juge reconnaît que la faute revenait aux juridictions d'appel. Malheureusement, comme je l'ai dit, la loi c'est la loi, il ne pouvait pas faire autre chose que de rendre cette décision qui malheureusement était défavorable au PCRN. Mais sur la question de la politisation du droit, moi je ne le dirais pas, moi je reste dans ma posture et puis il est mieux placé pour le dire. Voilà, Maître Ngefak, à vous, lorsque le président par intérim dit ceci, que les décisions rendues par le fait, les décisions ont été jugées irrecevables parce que les tribunaux administratifs régionaux ne peuvent faire l'objet de pourvoi, mais plutôt d'appel. Comment comprendre cette sortie? Serge-Alain, j'ai 3 observations. Oui. La première observation, c'est que la Chambre administrative a pu une fois harmoniser la jurisprudence en la matière. Donc, les petits services qui avaient été rendus en instance ont été corrigés en appel. C'est déjà bien. De 2, la deuxième observation, c'est que ça a levé l'équivoque. Parce que l'intelligentsia du droit administratif camerounais avait 2 camps. Le premier camp soutenait Mordicus, qui n'existait pas de voie de recours. Je ne faisais pas partie, vous vous souvenez, mon débat ici. Le second camp, celui que moi je soutiens, la Chambre administrative a tranché en disant la voie de recours existe et c'est l'appel. Donc article 40 de la Constitution, article 190 du Code électoral, les articles 3, 114 et 118 de la loi portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs. Le troisième, c'est que la troisième observation, c'est que à partir des décisions d'aujourd'hui, les partis politiques, comme je le disais déjà, ont l'obligation de former leurs militants et d'être formés par les spécialistes en droit, autant en droit cons qu'autant en droit administratif. Voyez-vous, ce n'est pas parce que
le médecin qui a accouché de votre enfant, il constate bien que c'est une fille, mais l'officier d'état civil, il met dans l'acte de naissance sexe masculin, que vous allez lui demander de porter ad vitam l'acte de naissance sexe masculin alors qu'il s'agit d'une fille. Il faut retourner devant le juge compétent pour faire rectifier cette erreur matérielle. Or, ici, vous ne saisirez pas le juge pénal pour le faire, vous ne saisirez pas le juge social pour le faire, vous saisirez le juge à qui la loi reconnaît cette compétence. Donc les partis politiques qui se sont aventurés à retenir la qualification donnée par le premier juge, par le petit juge, des décisions définitives, ces partis politiques n'ont pas bien vu. Ils ont pensé, ils ont bien pensé, mais malheureusement, ils ont mal agi. Bien sûr. Parce que vous ne pouvez pas sauter des tâches. La loi, elle est d'ordre public, en tout cas la loi de procédure. Si le tribunal administratif a mal statué, la seule instance habilitée à reformer sa décision, c'est la chambre administrative, ce n'est pas la Cour suprême. Donc la chambre administrative, et puis toutes les décisions sont là pour le prouver, la chambre administrative a évoqué, statuant, a bien dit, la mauvaise qualification ne permet pas d'attribuer une compétence à la Cour suprême. C'est de cela qu'il est question. Donc moi je ne vais pas rentrer sur le champ politique. Je me félicite de cette harmonisation de la jurisprudence. Oui. Je me félicite de ce droit qui a été bien dit. Voilà. Achille Lodjo, le tribunal administratif a mal statué, comme dit Maître Ngefak. La chambre administrative de la Cour suprême a remis les choses au point. Je prends le cas de Douala, premier pour les municipales. Ben voilà, Serge. Le SDF. Oui, justement, le SDF à Douala premier a compris que le premier juge administratif avait très mal statué, était en faux relativement à le droit positif applicable en la matière. Pour comprendre la position du SDF qui, dans un premier temps, a fait appel et, bien sûr, a fait pourvoi, il faut le dire, il faut le préciser, il faut véritablement lire les articles 2, alinéas 1 et 2, et 114 de la loi 2006, base 022 du 29 décembre 2006 portant fixant le fonctionnement des tribunaux administratifs, l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs. Il faut aussi lire, comme l'a si bien martelé le confrère Maître Ngefak, l'article 40 de la Constitution du Cameroun. Il faut également lire l'article 38 de la loi portant fonctionnement de la Cour suprême. Alors, dans un premier temps, les téléspectateurs qui nous regardent actuellement doivent comprendre que le tribunal administratif de Douala avait rendu des décisions en disant que c'était le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort. Cela veut dire en droit qu'il n'y a pas la voie de l'appel. On ne peut aller on ne peut que se pouvoir en cassation. C'est ce que ça veut dire. Alors, le SDF, et nous l'avons dit, c'est une formation pétrie de beaucoup de talents. Il faut mériter pour être dans le conseil des juristes du SDF. C'est pourquoi les conseils du SDF au niveau national et régional ont interjeté appel et se sont aussi pourvus en cassation. Là, la cassation, c'était au cas où. Alors, si vous permettez, je vais donner la quintessence de ces textes. Pour ce qui est de l'article 2 de la loi que j'ai cité tout à l'heure, cet article dit, l'alinéa premier, les tribunaux administratifs sont des juridictions inférieures en matière du contentieux administratif au sens de l'article 40 de la Constitution. Les tribunaux administratifs connaissent en premier ressort du contentieux des élections régionales et municipales en dernier ressort. Et l'article 114 de la même loi qui dit les décisions rendues en premier ressort sont dans les conditions fixées par les textes particuliers. C'est rendu en premier ressort en matière électorale et en matière de référé sont susceptibles d'appel devant la chambre administrative dans les délais prévus par le texte fixant la procédure devant la chambre administrative de la Cour suprême. Alors,
L'article 40 de notre loi fondamentale dit, puisque je l'ai en prolégomène à mon propos, j'ai martelé qu'il fallait faire une lecture combinée de presque 5 articles. L'article 40, disais-je tantôt, de notre loi fondamentale dit que la chambre administrative connaît de l'ensemble du contentieux administratif de l'État. Elle connaît en appel du contentieux des élections régionales et municipales. L'article 38, je vais finir par là avant d'essayer d'expliquer le comportement ou alors la position de la chambre administrative. L'article 38 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême dit « La chambre administrative est compétente pour connaître des appels formés contre les décisions rendues en matière du contentieux des élections régionales et municipales. » Alors, mesdames, messieurs, vous comprenez donc que il ne fallait pas seulement se limiter à l'expression décision rendue en premier et en dernier ressort pour ce pouvoir en cassation. Que dit le droit positif en la matière? Le droit positif en la matière dit simplement que le tribunal administratif, la chambre administrative, autant pour moi, est compétente pour statuer en appel des décisions rendues par le tribunal administratif. C'est ce que le SDF a fait pour ce qui est de la municipalité de Douala-Premier. Nous avons fait appel, mais comme la décision était rendue en premier et dernier ressort, rien n'empêchait et ça ne faisait de mal à personne que l'on puisse se pouvoir en cassation. Et il y a une autre jurisprudence de la Cour, de la Chambre administrative, qui date depuis 1985. C'est ça le travail de recherche de l'avocat. Depuis 1985, l'affaire Sigoko Abraham contre l'État du Cameroun, dans laquelle décision la Chambre administrative dit que le juge d'appel n'est pas tenu de s'en tenir à l'expression littérale décision rendue en dernier ressort. Le juge administratif, je vais dire le juge d'appel, le juge supérieur, doit examiner au regard du droit positif si effectivement lui il peut retenir sa compétence ou pas. Ou alors est-ce que le recours est d'abord recevable. C'est pourquoi dans un premier temps, le SDF dans ses recours, dans ses mémoires, le SDF a d'abord insisté sur le premier volet, la recevabilité. Il était question qu'on démontre au juge de la chambre, je veux dire au magistrat de la chambre administrative, qu'effectivement vous êtes compétent au vu de tout cet arsenal juridique que nous avons fourni avec cette décision, parce que la décision, le jugement Sigoko Abraham contre l'État du Cameroun a été fourni pour dire à la chambre administrative, effectivement, si nous revenons même à votre jurisprudence, il y a un cas, il y a des précédents, et relativement à ce qu'on peut appeler l'arsenal juridique en la matière, vous êtes compétent, ce recours est recevable. Et s'il est recevable, comprenez qu'au fond, nous, à Douala-Premier, nous avons été floués. Le tribunal administratif de la région du littoral n'a rien compris de ce qui lui a été posé comme problématique. C'est justement pourquoi la chambre administrative, au vu de tous ces développements objectifs et conséquents, la chambre administrative de la Cour suprême a effectivement dit au fond que le SDF avait raison. D'abord, sur la recevabilité, ça passait. Le recours était recevable en appel. Et bien évidemment, au niveau je vais dire au fond, le SDF avait tous les arguments en sa faveur pour démontrer qu'effectivement, quand on parle de démission, l'on ne saurait vous dire que ayant démissionné d'un parti politique, puisque c'était ça, je vais dire le thème central des réquisitions du procureur général ici au tribunal administratif de Douala, celui qui a démissionné d'un parti, sa démission ne peut être actée que si et seulement s'il prouve qu'il a fini de payer ses cotisations dans l'autre parti. Ça nous a semblé être de la magie. On ne comprend pas. L'adhésion à un parti politique, c'est un droit libéral, il n'y a pas de procédure. Si vous décidez de quitter, effectivement, vous êtes libre de quitter, quitte à ce que le moment venu, vous pouviez justifier effectivement que, voilà, je ne suis plus avec ce parti. Oui, Maître Ledjo, rapidement, quel est le sentiment des troupes du SDF aujourd'hui? Non, comment vous sentez après cette décision du SDF, je suis très content de cette décision. De la justice camerounaise?
de cette décision, il faut comprendre que le STF a fouillé et allé très loin pour démontrer, pour dire, parce qu'au vu de toute cette argumentation... Est-ce que vous êtes satisfait de la justice camerounaise? C'est ça ma question. Dire que l'on est satisfait de la justice camerounaise, c'est un autre débat, monsieur Serge. Voilà. C'est un autre débat. Voilà, il faut qu'on se comprenne bien. C'est un débat plus grand et qui demande plus de temps pour qu'on en épilogue. Ok. Bertrand, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à... Ce que je voulais dire, Serge Alain, c'est que si on veut dissocier la question politique de cette question technique judiciaire... vous insistez sur la politisation du droit. Et je vais vous le prouver. Oui. Vous savez, tout à l'heure, le rapporteur en instance tout à l'heure et le procureur général ont bien martelé qu'il fallait réhabiliter la liste du PCRN à Galim. C'est un exemple. À Galim, là où nous avions comme candidat Olson Bao. Mais, qu'est-ce qu'on a observé dans la salle? On a observé que l'avocat de l'ECAM et du RDPC se sont mis ensemble pour que l'on disqualifie la liste du PCRN. Alors que l'ECAM même avait déjà validé cette liste. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que l'ECAM valide une liste, mais lorsqu'on arrive maintenant où il faut parler de la disqualification de cette liste, l'avocat de l'ECAM se met en action avec celui du RDPC. Cela témoigne à suffisance que tout est fait pour mettre en minorité les partis de l'opposition et principalement le PCRN. Mais je ne veux pas que les Camerounais confondent et croient que nous voulons ici faire de la victimisation et tout ça. C'est pas de cela qu'il s'agit. Parce que nous, cette élection qui arrive, nous l'avons préparée dans nos différents QG. Nous sommes prêts à aller et à remporter cette élection sur l'ensemble des 6 circonscriptions dans lesquelles le Parti camerounais pour la réconciliation nationale est présent. Je vous donne l'exemple, par exemple, de Douala 2e. Là où nous avons un jeune, Wabou Dibril, qui est candidat et qui n'a pas besoin de ce genre de manœuvre susceptible de le décourager pour pouvoir remporter cette élection. Parce que nous avons le courage de pouvoir agir. Et je veux dire quelque chose, c'est Alain Auto, sur votre plateau. Le PCRN est un parti dans lequel il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui ont la volonté d'agir, la volonté de faire des choses avec un peu de moyens, avec toutes les barrières administratives qui s'offrent à nous. Mais seulement, on veut que les Camerounais comprennent que être jeune n'est pas un handicap pour un homme politique. Être jeune n'est pas un problème. Parce que les jeunes peuvent faire des choses intéressantes. Il y a des pays tout juste à côté de nous, en Afrique même, où ce sont les jeunes qui ont la destinée du Cameroun. Maintenant, je ne veux pas qu'on croie que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale n'est qu'un parti de jeunes. Mais je veux que les Camerounais puissent prendre acte de ce que nous allons à une élection là où certaines personnes sont en train de diriger déjà un certain manque d'équilibre. Et nous sommes sereins. Nous allons remporter dans l'ensemble des 6 circonscriptions dans lesquelles nous sommes habilités. Voilà, sur cette... Il insiste, hein, Bertrand. Il semble... Non, moi il pense qu'ils sont victimes de leur jeunesse. On va le dire comme ça, le PCRN est victime de sa jeunesse. Une fois de plus, je n'irai pas sur le même chemin que lui, mais je pense que c'est... Le PCRN inquiète le RDPC. Je pense que c'est une rengaine sur le champ politique chaque fois. Parce que lorsqu'il parle de... Il prend des exemples, mais je crois qu'à Guy-Bassal, votre liste a été réhabilitée. Pour quel motif? Il faut savoir. Mais la liste a été réhabilitée. Allons sur la base des mêmes motifs. Non. Je veux dire, on ne peut pas. Une décision de justice. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sur un coup là où on n'a pas à accepter la liste. Maître, vous m'avez posé une question, je peux vous parler d'indignation sélective? C'est ce que vous voulez dire? C'est ce que je vais appeler indignation jugement sélective. Parce que sur un coup, vous dites on est victime de je ne sais quoi. Sur notre cas où vous avez été favorablement réhabilité, vous ne dites rien là-dessus. Non, c'est ça qu'il est question. Pourquoi donc jouer deux poids, deux mesures? Voilà. Si les raisons sont les mêmes, pourquoi réhabiliter ici et là-bas disqualifier? Mais toujours est-il, Serge, qu'il faut déjà reconnaître. Il faut reconnaître le fait. C'est-à-dire que si
on l'a bien fait à Guy Bassal, qu'on dise qu'on l'a bien fait. Je crois que c'est à dessein que tu as posé la question tout à l'heure à Maître Ledio. Est-ce que la justice camerounaise a bien fait son travail? Bon, En tant que J'imagine que c'est un débat. il a justement sur un cas particulier, un homme un cas politique. isolé. Mais justement, Il faut un échantillonnage pour pouvoir se prononcer. oui, mais justement, on attend des hommes politiques aussi, lorsque c'est bien fait quelque part, qu'on dise que c'est bien fait, mais on peut améliorer. Parce qu'aujourd'hui, ce cri que je vais appeler cri de victimisation du PCRN par rapport à la liste de Galib, moi je pense quand même et pas seulement. Vous avez beaucoup parlé de celle de Galib, mais je suis revenu sur Guy Bassal. Il n'y a pas que Guy Bassal. Je crois que dans le sud, là, dans le centre, il y a 2 ou 3 localités où vos listes ont été réhabilitées. Je crois qu'une décision de justice, pour que 2 décisions de justice soient comparables, il faudrait que le motif pour lequel ces décisions ont été rendues soit le même. Oui, mais et que maintenant on analyse sur un cas si le juge a réhabilité et sur l'autre cas s'il ne l'a pas fait. Mais vous ne pouvez pas comparer 2 décisions de justice rendues pour des motifs différents et vouloir dire que comme celle-ci a été validée, l'autre n'a pas été validée, c'est la même chose. Non, je crois que non, vous êtes en train de faire un peu de la démagogie. En homme politique, ils ont ce dénominateur commun. Maître Ledio a esquivé la question. Est-ce que la justice camerounaise a fait son travail? Il a trouvé une parade pour ne pas dire. Parce que même de fait tout à l'heure, lorsqu'on l'a suivi, on a suivi son développement. Bien sûr, il a parlé de on a rétabli les choses, voilà, donc qui n'avaient pas été bien faites au niveau des tribunaux administratifs. La Chambre administrative, la Cour suprême a rectifié. Demander qu'on est satisfait de la justice camerounaise, je vous dis, c'est un débat il nous faut au moins 3 heures de temps pour en débattre. Mais me demander si je suis satisfait de cette décision, c'est ce que j'ai demandé. Non. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé à Douala-Plénière pour le SDF? Je suis satisfait. Je suis aujourd'hui un militant du SDF, satisfait et fier de savoir que mes camarades militants de ce côté pourront compétir. Voilà. Mais me demander si je suis satisfait de la justice camerounaise, c'est un autre débat. Voilà. Serge, moi, oui, je voulais dire, c'est le langage des hommes politiques. Et chaque fois, il y aura toujours le verre à moitié plein, le verre à moitié plein. Mais je pense que M. Ngefaka dit quelque chose de très intéressant ici. En réalité, ça pose un problème de formation au niveau des compétences, des ressources humaines dans nos formations politiques. Dans nos formations politiques. Peut-être vous n'êtes pas tombé dans ce piège-là, mais dans le PCRN, ils sont tombés dans ce piège. Et je pense donc c'est un piège alors? Non, je veux dire. Donc on est dans une solution où il y a des pièges. Vous revenez à ce que j'étais en train de vous dire. Et en 2 secondes, je vais vous dire que vous êtes tombé dans cette erreur. Vous êtes tombé dans cette erreur. Même dans le parce qu'en réalité, les magistrats actuellement ne s'entendent pas sur cette question. Les magistrats même. Le discours de votre leader, Tander, a dit qu'il y a eu une complicité entre le RDPC et puis la Chambre administrative. C'était ça. Pourquoi je viens de vous exposer les faits. C'était ça la trame. Pourquoi j'ai ouvert l'émission avec c'était ça la trame. Scandale à la Chambre administrative de la Cour suprême. C'était ça la trame. Pourtant, c'est pas de ça qu'il est question. Il est question justement des compétences dans le domaine des ressources humaines qui étaient dans votre parti pour déceler justement cette matière dont a relevé Maître Ngefaka. Voilà, Maître. Allez-y donc. Oui, Saint-Jalin a écouté Gerbertrand, j'ai l'impression qu'il confond freiner à quelque chose qui ne marche pas. On peut freiner, mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça marche, mais avec des difficultés. C'est autre chose. Or, en la matière, je me reprécise, en la matière, le contentieux préélectoral. Parce que c'était technique. Oui, technique. Très très technique. Bien sûr. Pour ceux qui ont suivi le débat, le SDF a posé plus de problèmes que la Chambre administrative en a transpiré. À preuve, c'est leur recours qui a été mis en délibéré où, bon an, mal an, la Chambre était obligée de trancher en faveur du SDF parce que le SDF a pris le tonneau par les cornes et a expliqué ce qu'il fallait expliquer avec des mots aussi simples. C'est pourquoi leur liste a été réhabilitée à Douala-Plénière. Mais je dois dire, et je le répète, j'estime que les partis d'opposition, comme l'a écrit quelqu'un, l'opposition en panne, les partis d'opposition se doivent de fournir un sérieux effort, celui de la formation, dans toutes les branches, en toutes les rubriques. Les partis politiques qui crient aujourd'hui, ce sont ceux qui ont péché par la formation, par la maîtrise du droit.
Parce que, voyez-vous, je vous ai dit, c'est un contentieux qui était très sérieux. Je l'ai connu parce que lorsque j'ai exposé ici que la voie de recours était autorisée, certains m'ont dit, certains m'ont dit de faire attention sur la notion de contentieux préélectoral et le contentieux électoral et le contentieux post-électoral. Je leur ai dit de me fournir la base légale. Chacun est rentré dans les conjectures. Le deuxième groupe m'a fait savoir que le code électoral, c'est une loi spéciale et tous les textes que nous venons d'évoquer, ce sont les lois de portée générale. Or, en droit, tout le monde connaît le sacro-principe, principe selon lequel le spécial déroge au général. Je disais aussi, c'était une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension de l'article 190 du Code électoral. Parce que le Code électoral a dit, c'est la juridiction administrative compétente qui videra le contentieux. Mais le Code électoral n'a pas précisé ni l'organisation, encore moins le fonctionnement de cette juridiction administrative. Il fallait donc se reporter aux textes qui définissent et le fonctionnement et l'organisation de ces juridictions administratives. Faisant donc la combinaison, et c'est où il fallait des techniciens, des praticiens vraiment chevronnés pour savoir qu'il fallait allier et les textes organisant la Cour suprême, les textes organisant les tribunaux administratifs, faire appel à la Constitution, et ce n'est pas tout. Faire appel à la grande jurisprudence, arrêt Sigoko. Si vous ne pouvez, Abraham, si vous ne pouviez pas agencer tout cela, le juge qui a été assis, aussi avec sa formation très souvent limitée, telle que le décrit Ulrich Ombono, dans son œuvre, qui fait fureur sur le marché ce jour-ci, les magistrats doivent se former au jour le jour. Donc, ils sont à plaindre, mais l'instance qui les encadre, le ministère de la Justice, se doit d'ouvrir les portes à la bonne formation. Et j'estime que ce contentieux électoral, c'est l'occasion de dire, vraiment, changeons de paradigme, formons partout. Voilà. Oui, donc, le maître Nguefa parle de la formation des magistrats. Justement, vous pensez que vous en êtes victime? Quand maître Nguefa parle de la formation des magistrats, là, ça me fait sourire. Ça me fait sourire pourquoi? Voilà donc une organisation qui manque de formation et on dit update en anglais. Et qui rend des décisions à l'encontre des attentes des partis, de toutes les parties. Vous voyez, Maître Nguefa, quand tout à l'heure vous avez parlé de la réhabilitation de la liste du SDF, vous-même vous avez dit que le SDF a dû expliquer des choses de manière terre à terre. Est-ce que c'est au SDF d'expliquer au juge ce qu'il doit faire? Je vous dis donc que voilà à quel niveau il y a une certaine incongruité dans notre système judiciaire. Parce que nous avons des juges qui sont des personnes qui doivent trancher. Que veut dire trancher? Un juge tranche sur la base de sa conscience et sur la base des textes. Bien sûr. Mais s'il lui-même n'a pas la parfaite maîtrise des textes sur lesquels il se base pour trancher, c'est un problème pour la justice dans notre pays. Donc, la formation des magistrats mais quand j'ai dit ça, je veux que Maître Nguefa profite à l'accuser. Justement, je mets donc un défi sur cette table. Le doute de me dire la première fois. On met un PCR1, on ne met pas au SDF? Non, on met aussi, il y a des listes, il y a bien des actions du SDF qui sont souvent menacées. Non, c'est clair. Il ne peut pas. Et puis, il vous a dit tout à l'heure que si vous nous donnez le temps de parler du système judiciaire camerounais, nous n'aurons pas terminé jusqu'à demain. Mais maintenant, je veux, de manière pratique, vous dire encore que vous avez vu ce qui s'est passé lors du contentieux post-électoral avec la question des délais de prescription. Mais c'est un scandale parce que nous avions respecté la procédure. Et Maître Nguefa, qui ici a dit qu'il est un gardien du temple, qu'il me dise si un seul instant, sur le plan purement juridique, c'est-à-dire mettons la politique de côté, si un seul instant, le recours du PCRN lors du contentieux post-électoral n'était pas recevable. Et vous allez voir que avec l'honnêteté, Maître Nguefa vous dira que c'était recevable. Mais il n'a pas été recevable devant le juge. Pourquoi?
Je dis le contentieux post-électoral, bien sûr. Lorsque... Non. Non, je parle de 2018. C'est pas le Le PCRN. PCRN n'était pas là? Non. Quand je dis le PCRN, la tête du PCRN, c'est qui? C'est Cabral Libi. Non, Sois sérieux. Bien sûr. Non, je vais dire. Je reprécise l'esprit de ce que un de vos camarades, il nous a fait le reproche ici, il nous a dit que le PCRN, le président du PCRN n'était pas la présidentielle. Lorsque vous avez commencé cette émission, vous avez parlé de Cabral Libi. Oui. Et lorsque vous l'avez dit, cela engage également le PCRN. Voilà, quand je parlais tout à l'heure, je parlais du candidat à l'élection présidentielle Cabral Libi. Oui. Et je disais que son recours a été purement et illégalement rejeté lors du contentieux post-électoral en 2018. Oui. Voilà ce que je t'entendais. Et les téléspectateurs sont assez concentrés pour comprendre. Donc, lorsque ça arrange le système qui nous gouverne, on vous laisse passer. Lorsque ça ne les arrange pas, eh bien, vous êtes monté en touche. C'est de cela qu'il s'agit. Oui, je vais répondre puisqu'elle m'a interpellé. Oui, rapidement. Ce sera Ahmed Ledjo de réagir par la suite. Jacques Bertrand, lorsque vous m'interpellez, vous donnez totalement raison à mon distingué confrère Achille Ledjo, qui dit que le procès de la justice, c'est un procès qu'on ne peut pas détailler en un jour au Cameroun. Ce que vous dites, c'est le procès de la justice. Or, nous sommes dans un cas précis. Le contentieux préélectoral au Cameroun. Est-ce que les décisions qui ont été rendues hier reflètent ce que le législateur camerounais a bien voulu que cela soit? C'est la question simple à laquelle nous devons répondre. Moi, j'ai 3 observations pour dire oui, c'est bien. 1, ça a scindé, ça a permis, je reprends, ça a permis aux Camerounais de savoir que ce contentieux-là, il ne s'arrête pas. Au niveau du tribunal administratif? Non, il ne s'arrête pas au niveau des commissions. Oui. On va devant le tribunal administratif. On sort de là, on va en chambre administrative. Parce que l'intelligence en la matière était scindée en 2 blocs. Bien sûr. Deuxième chose, il permet de savoir qu'on doit respecter les délais de publication. Voyez-vous, et l'ECAM a soutenu Cameroun Tribune avec qu'ils ont publié et les listes des partis politiques et les listes des candidats le 9. Le 9. La chambre administrative dit on ne triche pas ainsi. C'est après le travail d'Equinox et ses frères et les autres journaux que les listes des candidats ont été publiées le 10. En tout cas, je vous en prie, surtout la sortie de Maître Christian Beaumont. C'est clair. Oui. Voyez-vous, la chambre administrative a entériné cela. Ça veut dire le Vox Populi a fait son effet et la justice a écouté. Ce n'est plus le petit papier de l'ECAM de connivence avec le RDPC qui fondait le droit. Non. C'est la réalité des faits. En troisième chose, j'ai dit, maintenant nous sommes unanimes que les petits services ne peuvent plus être rendus par quelques petites juridictions parce que la grande juridiction va sanctionner. Parce qu'il est inadmissible qu'à Douala, le tribunal administratif, dans les mêmes conditions, le même jour, avec les mêmes personnes, qui n'ont pas bu, qui n'ont pas changé de plat de nourriture pour dire une certaine fatigue, avec les mêmes faits, rendent 2 décisions contradictoires. Ça ne s'entend pas, ça ne s'explique pas. Problème. Il faut que ça change. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Vous parlez de la première et Mambo. Je n'indexe personne, je crois que tout le monde sait, chacun suit l'actualité. Et puis, je vais m'arrêter là. Voilà. Même Gefak, ce qu'il faudrait que nous retenions ici, parce que chacun sur ce plateau a une âme de juriste. Et nous devons retenir ici que le véritable problème, c'est la formation de nos magistrats. Parce que même au sein de l'instance la plus élevée qu'est la Cour suprême, il y a ce débat-là qui jusqu'à l'heure actuelle n'est pas terminé. Ça veut donc dire qu'il faudrait que, et là j'interpelle le ministre de la Justice et le ministre délégué, qu'ils fassent des séances, des séminaires de formation, d'information et de mise à niveau des magistrats. Parce que les justiciables ne peuvent plus payer le prix cher de l'absence de formation de certains magistrats. On vous a compris, Maître Ledjo.
Ben voilà, Serge. Voyez-vous, quand on a fauté quelque part, il faut avoir la grandeur d'esprit de reconnaître pour pouvoir rebondir demain. La formation des Maïssa et autres, nous connaissons. C'est un constat qui est fait, mais il y a aussi cette célèbre maxime qui dit que qui va aller loin ménage sans mentir. Vous ne pouvez pas dans votre mémoire d'appel vous laisser le sort de votre recours entre les mains des magistrats. Je vous dis non. Vous devez fouiller et aller très loin pour montrer à ces magistrats que voilà ce qui est le droit positif. Si vous avez fauté à un niveau, reconnaissez que vous avez fauté. C'est pourquoi je dis que ma formation politique, le SDF, en la matière a une certaine crème, a une certaine substance qu'il faut reconnaître aujourd'hui. Parce que beaucoup de partis politiques se sont tenus à l'expression littérale statut en premier et dernier ressort. Sur le plan procédural, il fallait tout simplement se pourvoir en cassation. Que non, quand vous regardez l'arsenal juridique que j'ai exposé, sur lequel j'ai exposé tout à l'heure, vous comprenez que le tribunal administratif de Douala était en faux relativement à toute cette législation-là. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait de bons juristes pour, dans un premier temps, faire appel et dans un deuxième temps, comme l'on ne sait jamais à quoi s'en tenir lorsqu'on est face à la justice camerounaise, vous m'avez posé la question tout à l'heure, il fallait aussi faire ce pouvoir en cassation. C'est ce que nous avons fait. Mais il faut retenir que les décisions dont nous parlons, ce sont les décisions de la Chambre administrative qui statue en appel. Il faut qu'on se comprenne bien. Les pouvoirs, c'est à part. La liste du SDF, Douala Premier, c'est son mémoire d'appel. Il faut qu'on se comprenne. Donc, quand vous démontrez, preuve à l'appui, législation à l'appui, que sur le plan de la recevabilité, votre recours, votre mémoire doit être reçu comme tel, alors vous ne pouvez que donner la sueur froide aux magistrats. Quand vous pensez de votre côté que non, la formation des magistrats, ce n'est pas votre fait, mais rendez-vous compte que vous allez toujours arriver à ce genre de désagrément. Il faut toujours mettre de votre côté toutes les chances. Qui veut aller loin, c'est la deuxième fois que je le dis, qui va aller loin, doit ménager sa monture. Ménager sa monture, c'est de mettre tous les éléments juridiques à ses côtés pour que l'on ne puisse pas, vous flouer. Parce que dans le cas du SDF à Douala Premier, je ne me vante pas parce qu'aujourd'hui la décision est telle qu'elle, les magistrats ne pouvaient pas faire autrement. Il faut le dire. Non. Et si vous voulez, mon cher Serge, on peut vous donner, vous pouvez avoir la copie, malheureusement, même avec l'aide de certains experts chevronnés comme Maître Ngefak, qui peut vous dire qu'en l'état, le SDF, le recours sur le plan de la recevabilité, il n'y avait pas de discussion. Bon, ok, le Paul, sur cette justice à deux vitesses. On va essayer de réconcilier les deux politiciens en disant peut-être que bon, le PCRN a péché peut-être pas sa jeunesse, si je m'en tiens à ce que Maître Lodjo. Voilà. Maintenant, sur la formation des magistrats, moi je pense qu'il faut quand même reconnaître que cette matière, le contentieux électoral, c'est une matière spécifique qui nécessite aussi des connaissances assez avérées. Donc, vous allez vous rendre compte que ça dit que sur cette matière-là, il y a quand même une certaine évolution. Depuis les élections de 2012, ça dit qu'on essaye d'aller progressivement, et le contentieux électoral rentre dans les mœurs au quotidien. C'est-à-dire, je suis d'avis qu'il faudrait la formation des magistrats, mais sur cette question spécifique même du contentieux électoral, qui est une matière spécifique, afin que c'est les juges qui justement vont prendre des décisions sur cette matière-là, qu'ils soient mieux édifiés. Parce que s'il faut parler de la formation en général du magistrat, bon, on n'en sortirait pas, mais sur le contentieux électoral. Quand vous actionnez bien vos moyens, rien à faire. En une seconde, je ne peux pas laisser que sur votre plateau qu'on dise que les juges, les avocats du PCRN ont été jeunes, ont été ceci. Non, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, pas ça, sur cette question-là. Ce qui est vrai, c'est que dans un système judiciaire qui n'est pas équitable, comme celui du Cameroun, on ne peut pas juger de la qualité d'un avocat sur la base d'une décision rendue par un juge. Je vous assure que Maître Ngefak
dit brillamment des choses sur les décisions rendues par les juges. Mais il y a des décisions qui sont rendues qui ne confortent pas même les collègues du juge qui ont rendu la décision, tout simplement parce que cette décision n'a pas respecté les canons de droit. Donc si une décision est à l'encontre d'un parti, on ne peut pas imputer cela au manque de sérieux ou alors on se retrouve après le journal. Le temps d'aller comme... Vous êtes surpris, nous sommes vendredi, mais elle n'est pas là aujourd'hui, Nadine Yambo. C'est plutôt Cédric Nouffelet qui est là, une fois de plus, pour le 20h. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Une fois n'est pas coutume. Ce soir, nous parlerons de cette décision du collectif d'avocats du MRC, vous le savez, qui était dirigé par Maître Sylvain Swop. Au lendemain de son décès, ils exigent une enquête approfondie et minutieuse sur les circonstances de son décès. S'agit-il d'une faute ou d'une erreur médicale? Ils souhaitent une enquête pour voir plus clair sur cette opération chirurgicale qui a mal tourné et a conduit au décès de cet avocat, membre du Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun. Nous parlerons dans le journal de 20h d'une sortie de Tibor Nadji, sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, qui a demandé une décentralisation authentique au Cameroun, insisté sur le fait que les États-Unis sont loin d'être favorables à la sécession, mais plutôt un Cameroun avec deux systèmes et une décentralisation qui prend en compte l'aspiration des populations camerounaises. Vous l'écouterez dans le journal de 20h. Nous parlerons aussi d'une manifestation des populations à Yaoundé qui dénonce les tentatives d'escroquerie foncière à la suite d'un projet routier qui se déroule dans un quartier de la ville de Yaoundé. Nous en parlerons ce soir. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve donc après le journal de Cédric. Pour Equinox Soir, deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos 4 invités pour débriefer un ou deux éléments du journal. Madame, monsieur, place tout de suite dans 20h de Cédric Nouffelet. Luminaire. Évidemment, ça il faut le reconnaître, c'est que jusqu'ici les États-Unis avaient une position assez ambiguë dans les revendications au NOSO. Je pense que cette sortie... Ambiguë ou arrêtée? Je veux dire ambiguë, c'est-à-dire qu'en réalité, on ne savait pas exactement s'ils étaient pour ou contre les agissements. Je crois que Tibor Nadji dit qu'après le Soudan, je m'occupe du Cameroun. Bon, écoutez, moi je pense que lorsqu'il a dit cela, moi je ne voudrais pas prendre cela dans le cadre de s'occuper du Cameroun, c'est venir déstabiliser le Cameroun. Pour lui, qu'on le dise clair et net, Tibor Nadji est le monsieur Afrique de... Ça veut dire quoi, je m'occupe du Cameroun? De Donald Trump. Et comme il a dit dans son interview ce matin, avec ce qui se passe au Cameroun, il perd le sommeil. Donc en réalité, ça fait partie des dossiers qu'il a sur la table et des dossiers qui lui auront été confiés par son patron qui est Donald Trump. Normal qu'ils disent qu'après le Soudan, qu'il y a des problèmes là-bas, je vais voir le cas du Cameroun. Maintenant, pour revenir sur son discours de ce matin, je disais que c'est quand même une avancée dans les relations entre le Cameroun et les États-Unis. Si pour une fois, un officiel américain dit clairement et net que les États-Unis sont contre la sécession, je crois qu'il faut prendre cela très au sérieux et souhaiter qu'il ne s'arrête pas là, parce qu'en réalité, on n'oublie pas que cette session est aujourd'hui appuyée par des Camerounais justement qui vivent aux États-Unis. C'est-à-dire qu'après avoir dit qu'on est contre la sécession, il faut prendre d'autres mesures pour justement ceux qui encouragent cette sécession et qui sont installés aux États-Unis. Donc moi je pense quand même que la sortie de Tibor Nadji a le mérite quand même d'éclaircir cette position. Et puis j'ai vu sur le net l'un des leaders sécessionnistes, aujourd'hui réfugié, je crois en Norvège, à Yabacho, qui justement est très remonté contre cette sortie de Tibor Nadji, et il n'a pas hésité à lancer un message selon lequel le combat devait continuer. Donc pour comprendre qu'en réalité, les États-Unis, ils pensaient un seul instant que les États-Unis devaient s'aligner derrière ces revendications, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà ce que je peux dire sur la question. Maître Ngufa, Tibor Nadji toujours, il dit que le Cameroun est un pays qui m'empêche de dormir. Oui, Serge Alain, je crois que celui, il est vraiment amoureux du Cameroun. Que dire de nous-mêmes les Camerounais? La sécession, pour moi, c'est un mot que je n'aime pas prononcer parce que je le déteste. Je ne le hais pas seulement parce que de mes deux parents, l'un est francophone, paix à son âme, et l'autre est du sud-ouest. Je ne me vois pas en train de payer, de négocier un visa pour aller rendre visite à mes grands-parents
à moins de 60 km de moi. Donc, je déteste la sécession. Mais je hais aussi ceux qui ont installé la pourriture dans ce couloir. Voyez-vous, pour partir de Fongo Tongo à Menji, vraiment c'est le couloir de la mort. Pour parcourir 13 km, il vous faut 3 à 4 heures. Pour partir de Fongo Tongo à Alo, c'est 13 km, il vous faut 3 à 4 heures. C'est pourquoi l'armée souffre énormément là-bas, parce qu'il n'y a pas de route. Alors en 40 ans, pourquoi on a abandonné ça? J'ai vu il y a 2 ou 3 ans, le ministre en charge des travaux publics, lorsqu'il nous a rendu visite, on a cru que c'était pour venir enfin nous délivrer de cette malchance. Après ces 2 jours de séjour à Fongo Tongo, le poteau rose a explosé lorsqu'on a vu qu'il venait plutôt inspecter la bauxite, donc extirper et emporter cela par l'avion. Non, nous disons, il faut que ceux qui gèrent, qu'ils implémentent réellement, effectivement la décentralisation. Je crois que cette sale guerre va s'arrêter. C'est ceux qui sont aux affaires qui entretiennent cette guerre. Il faut qu'elle s'arrête. Il faut qu'ils comprennent que nous n'en avons pas besoin. La sécession, aucun Camerounais normal ne devrait l'encourager. La décentralisation poussée, c'est le gouvernement qui freine. Depuis 40 ans que nous sommes là, vous voyez ce petit couloir qui fait problème. On ne parvient même pas à avoir une piste. J'ai dit, pour parcourir 30 km, il vous faut 6 heures dans un pays. Et puis on met l'armée là et il souffre. Après on va dire c'est fil machin. Non, c'est la route qui est mauvaise. C'est parce qu'il n'existe pas de route. Décentraliser, je crois qu'ils vont se taire. Merci. Voilà, parlant justement de décentralisation, il dit Tibor Nagy qu'il souhaite une mise en place d'une décentralisation authentique, réelle, et non une décentralisation symbolique. Maître Achille Leto. Effectivement, mon cher Serge, vous comprenez qu'aujourd'hui, le discours du patron Afrique de l'administration américaine a évolué. Et cette évolution, en réalité, rejoint la position de ma formation politique, le SDF, qui a toujours dit que la décentralisation telle qu'elle est conçue et implémentée dans notre pays était un trompe-œil. Il était question que l'on aille effectivement à ce que la population veut, c'était le fédéralisme. En dehors du fédéralisme, on nous a promis une décentralisation accrue et poussée. Et comme j'ai l'habitude de le dire, avec le SDF, je veux dire avec le RDPC, c'est un parti qui a toujours tendance à nous mener en bateau et à perdre dans les logiques du déni. Non, la situation voudrait que l'on soit sérieux, vrai, avec nos frères anglophones et dire maintenant, ben voilà, nous avons compris votre préoccupation. Il est temps maintenant qu'on jette, qu'on laisse un peu du lest. Il est question que l'on laisse les régions s'autodéterminer de façon à ce que chacun puisse planifier son développement et chacun puisse contrôler, je veux dire, ses ressources. C'est ça le problème, parce que le SDF a toujours dit cette affaire de sécession du pays, quelle que soit la pression que vous allez mettre sur son excellence Ni John Fundi, quels que soient les services, quels que soient les kidnappings que vous allez multiplier à son endroit, il ne cédera pas. C'est un Cameroun, un et individu. Maintenant, vis-à-vis de l'État du Cameroun, dirigé par le RDPC, nous disons et nous demandons de comprendre qu'il y a des sons de cloches dissonants. Il est question aujourd'hui que l'on prenne en compte les aspirations profondes de ce pays qui est spécifique en ce qui concerne sa culture et sa langue. Il est question aujourd'hui que l'on ne fasse pas une décentralisation trompe-œil. Bref, nous sommes aux aguets, nous regardons. Une autre préoccupation de Tibor Nagy, il pense qu'il a un problème, Tibor Nagy, avec l'implémentation des recommandations du grand dialogue national. Oui, vous savez, Serge Alain Outou, le plus difficile au Cameroun, c'est l'application des textes. Parce que le Cameroun a la particularité d'être l'un des pays qui a le plus de textes, mais c'est l'application de ces textes qui est un problème. L'implémentation sur le terrain. Lorsque Tibor Nagy dit qu'il sont contre, par exemple, la sécession, lorsqu'il dit que la décentralisation a été
les jalons de la décentralisation ont été lancés, cela témoigne d'une certaine objectivité dans l'analyse de ce monsieur. Donc, et lorsque on analyse donc objectivement cela, il faudrait que les extrémistes, parce que l'extrémisme ne peut jamais conduire au développement, jamais. Et c'est un message que nous, au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous lançons aux Camerounais. Nous sommes là, nous mettons l'humain au centre de nos préoccupations. Et il faudrait donc que ceux qui sont dans les brousses puissent regagner la ville. Parce que c'est seul à l'État qu'appartient le monopole de la violence légitime. Donc, il faudrait que le débat soit ouvert et que les implémentations des résolutions du grand dialogue se mettent véritablement en exergue, à commencer par la loi sur la décentralisation. Parce que cette décentralisation permettra, si elle est appliquée, de décongestionner les tensions et les frustrations des uns et des autres. Dans la mesure où, vous avez vu, il y a des organes qui ont été créés dans le cadre du statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui fera qu'il y a des gens qui trouveront de l'emploi là-bas. Il y a des gens qui auront finalement leur place dans l'échiquier de décision de cette région-là. Donc, il y a de l'espoir de ce côté. Donc, nos chers frères du Nord-Ouest, du Sud-Ouest doivent comprendre que le message a été entendu. Et maintenant, nous avons déjà perdu beaucoup d'hommes de ce côté. Nous avons perdu beaucoup d'infrastructures. Nous avons même perdu beaucoup de matière. Parce que même sur le plan psychologique, il y a des Camerounais originaires de cette région qui ne sont plus véritablement à l'aise. Donc, il est question ici de ramener tout le monde, que chacun se mette sur la table et que seul le Cameroun prône. C'est-à-dire, seul le mot Cameroun, un et indivisible, soit le credo de tout un chacun. Les frustrations peuvent être résolues dans le cadre de l'aménagement des textes, mais il faudrait que l'amour de la patrie revienne et que le Cameroun veille. Maître Nguefa, comment on en arrive à trouver un poteau en pleine chaussée dans un chef-lieu de région? Nous sommes au Cameroun. Serge Alain, j'ai pensé à tout, mais j'ai eu l'impression que Yaoundé qui a placé ce poteau, ce n'est pas pour surveiller la ville. J'ai l'impression que les caméras sont dirigées contre certaines maisons et que si on ne place pas là-bas, on n'aura pas la visibilité. Parce que je ne comprends pas. On n'a même pas besoin d'être élève ou étudiant pour comprendre que plein milieu de la chaussée, on peut venir construire ce béton et installer ces caméras qui en réalité n'apportent rien à cette ville. Il faut le dire. Ce qu'il fallait protéger, on ne protège pas, mais on veut plutôt ajouter à la bêtise la bêtise. Franchement, qu'on dégage ça et en extrême vitesse, c'est tout. Le prochain. Bien, écoutez, moi, il y a des actes comme ça, comme ceux-là, on se pose la question de savoir justement où sont passées les autorités dans ce coin-là, parce que je crois que c'est pas la première fois, et concernant cette même ville de Bafoussam, il y a eu toujours un précédent comme ça, et je crois qu'au niveau de la municipalité de Bafoussam, le poteau avait été déterré. Le poteau avait été déterré, et je parle sous le contrôle d'un activiste, je crois, Armand Noutak, qui l'avait relevé sur sa page Facebook, avec des images, et je crois que dès le lendemain, ce poteau avait été déterré. Je crois qu'il faut voir les conséquences. Vous voulez dire qu'à Bafoussam, on est spécialisé à mettre les poteaux en pleine chaussée, c'est ça? Mais malheureusement, c'est ce qui... On le constate, Serge, on le constate. On ne comprend pas comment des gens en plein jour peuvent venir installer, creuser le milieu de la route pour installer un poteau avec des risques d'accident et tout ça. Et puis, ces poteaux, dit-on, sont des caméras de surveillance. En réalité, le principe des caméras de surveillance au niveau de la discrétion. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on devrait venir de visu, mettre quelque chose qui est visible là et puis appeler ça caméra de surveillance. Donc moi, je suis même fondé à penser avec Maître Nguefa que c'est pour surveiller autre chose que justement pour surveiller le périmètre urbain de la ville de Bafoussam. Donc, je vois Maître Achille Lodjo qui est dépassé. Je ne sais pas s'il a quelque chose à dire. Non, véritablement. Vous êtes dépassé, on peut passer à autre chose. Non, je suis dépassé parce que je voudrais bien rire de peur d'être obligé d'en pleurer véritablement sur ce. Je pense que
ce délégué de gouvernement devrait être poursuivi pour détérioration de notre patrimoine routier. Je vais m'atteler à cela. Non, est-ce que c'est... Oui. Mais il détériore. Moi, ce que je veux dire, c'est que les Camerounais ont besoin de quelque chose actuellement. Les Camerounais ont besoin de l'électricité, par exemple. Vous voyez, les poteaux comme ceux-là, il y a dans des quartiers à Bafoussam des poteaux de l'entreprise qui est chargée de la distribution de l'énergie qui sont tombés depuis. Bien sûr. Mais ces poteaux ne sont pas réhabilités. On vient donc là un matin, on vous dépose en pleine chaussée un poteau qui va tuer des gens. Pourtant, il y a des poteaux qui servent véritablement, qui sont abandonnés dans les quartiers. Et là, où les gens manquent d'électricité. Est-ce que le problème, c'est le poteau? Non, le attendez. problème, c'est l'endroit où il est placé. Mais bien sûr, l'endroit où quoi est placé. À l'endroit où le poteau est placé. Oui. Donc nous parlons de la même chose. Et je vais dire quelque chose. La ville la plus Non, parce que sécurisée... vous nous faites référence à ces poteaux-là qui sont au quartier. Bien sûr, mais j'ai fait une digression. Vous comprenez bien que c'est une digression utile. Il faudrait qu'on comprenne que il manque de l'électricité au Camerounais. Et que si un Camerounais veut voir un poteau qui l'empêche de circuler, que ce soit au moins un poteau qui lui apporte de l'énergie électrique. Mais maintenant, l'une des villes les plus sécurisées au monde, si ce n'est la plus sécurisée, Tokyo. À Tokyo, il y a des caméras partout, mais que personne ne voit. Donc, il est donc incongru que pour une caméra de surveillance, qu'elle soit placée là, à l'endroit où n'importe quel aveugle pourrait la voir. Je pense que c'est donc ça le problème au Cameroun. On essaye de résoudre les problèmes par les mauvaises solutions. Ok. Non, mais moi je pense quand même que si... Non, je vous en prie, on a encore deux sujets. Je vous en prie, le pôle. On a deux sujets importants. Oui, avec le trafic d'ossements humains, encore des jeunes. Évidemment, on y perd, on y ça perd devient son latin. je crois que ça fait pas 3 semaines sur ce même on y perd plateau, on en parlait. On y perd son ça latin. fait pas 3 semaines. Dans le champ lexical de cette affaire, on Pourquoi parle de ça réseau, on parle de trafic. Et chaque fois quand on va parler de réseau, ça veut dire que c'est toute une chaîne. Oui. Et là, j'ai comme l'impression qu'on nous montre juste le terminus de la chaîne. C'est-à-dire que généralement, ces petits garçons qu'on utilise... Non, est-ce que c'est le terminus? J'ai comme l'impression... Le terminus, c'est... Oui, bon, ça peut être le début, ça peut être le début, disons le début de cette affaire. J'ai comme l'impression que ces petits-enfants qu'on utilise, en réalité, ne sont que des objets d'une chaîne plus vaste que ça. Parce que, non, pas les dédouaner. Je voudrais dire que les gros poissons, en réalité, on ne les voit pas devant les caméras. Donc vous voulez nous dire simplement, dites-le que ceux qui passent les commandes, on les a jamais vus. C'est ce que vous voulez dire? Justement, parce qu'en réalité, vous voyez les enfants qui sont là, on vous dit quelqu'un a laissé son champ tout simplement parce qu'on lui a fait miroiter le fait qu'il pouvait gagner 5 millions, 10 millions en vendant les ossements humains. Mais il vend à qui? Il y a quelqu'un qui est tapis quelque part, qui peut être une personnalité, qui a passé cette commande. Et je crois que la personne la plus intéressante en réalité, c'est celui qui a passé la commande, c'est-à-dire qui a incité ces jeunes-là à aller creuser les macabées pour ressortir ces ossements-là. Oui. Est-ce qu'il y a toujours... faut toujours passer la commande? Il faut avoir la marchandise et on propose que bon, voilà. Serge Alain, dans le cadre de ma formation, j'ai fait ce qu'on appelle les commissions d'office, où j'avais demandé à être spécialisé dans la défense des crimes odieux. J'ai défendu plus d'un dossier du genre, et après cela, j'ai travaillé aussi pour l'Union européenne. Mais j'ai jamais réussi à découvrir dans un dossier qui était le donneur d'ordre. La police ou la gendarmerie ou le parquet, ils s'arrangent toujours à tuer cette source. Bien sûr. L'unique information que j'ai pu recueillir, qui m'a démontré que ce n'était pas du délit, j'ai demandé à un réseau à un moment donné, on vous a promis combien? Ils ont dit 8 millions. Est-ce que vous avez reçu? Ils me disent oui, ils ont reçu 4 millions de francs. De qui? Non. Les gars ne parviennent à rien vous dire. Vous faites n'importe quoi, vous n'obtenez rien. Vraiment l'omerta. Donc tout à l'heure, je crois que vous avez vu des liasses de billets de 10 000, mais on ne vous dira jamais qui a produit, qui a fourni ces 10 000. Parce qu'un jeune agriculteur ne peut pas abandonner ses plantations, ne serait-ce que pour 2 jours, sans avoir reçu vraiment de l'argent. Okay. Voilà. Jean Bertrand? Non, moi, ce que je veux dire, c'est que tout ceci s'explique. Parce que nous sommes dans une société qui a mis les valeurs, l'éthique et la morale à la poubelle. Dans notre société, à l'heure actuelle, ceux qui sont les plus en vue, ce sont ceux qui sont nantis. Ça veut dire que, regardez à quel niveau est-ce qu'on a mis la valeur de l'homme au Cameroun. Ça veut dire que c'est un homme qui, tout ce qu'il a à faire, c'est de chercher de l'argent.
Et c'est un problème. Vous savez, il y a des sociétés dans ce monde où il y a des gens qui se battent pour faire des choses intéressantes, pas forcément pour le gain matériel. Donc, nous sommes donc dans une société où, puisque la précarité est ambiante et voulue du système qui nous gouverne, les gens se battent tous les jours de leur vie, chaque minute de leur vie, pour pouvoir avoir seulement de l'argent. C'est pour cela qu'au quartier, Maître Ngefak, vous êtes un brillant juriste, un brillant avocat, mais on ne vous respecte pas parce que vous n'avez pas la plus grosse voiture du quartier. C'est clair. Et c'est un problème. Notre société a perdu ses valeurs. Vous pouvez être le plus intelligent du monde, mais être méprisé comme un malpropre, simplement parce qu'à côté, un monsieur est venu garer une voiture qu'il a obtenue justement avec l'argent des ossements humains. Et ce monsieur-là, qui a obtenu cet argent avec les ossements humains, il est pris comme un dieu. Et ceux mêmes qui sont nos administrateurs le mettent comme étant le seigneur des seigneurs. Et c'est ça le problème au Cameroun. Maître Achille Ledio, sur la question. Oui, ben voilà, Serge, je vais d'abord... ça veut dire que c'est un marché qui passe, hein? Je vais d'abord... Parce plus d'un mois sans qu'on nous montre. C'est africain. C'est florissant apparemment de ce côté-là. Et bref, c'est pas un cas isolé. Ce côté-là n'est pas, je vais dire, ne tire pas la palme d'or. Je voudrais avant toute chose tirer un coup de chapeau à nos forces de défense qui, de ce côté-là, font un sacré boulot qu'il faut reconnaître. Et à ces enfants-là, à ces petits frères-là, je vais tout simplement dire c'est très dangereux. Je veux dire l'appétit du gain facile. Voyez-vous, le précédent orateur disait nous sommes dans un pays où l'éthique et la morale ont été mises à la poubelle, ce qui est encore vrai, tout simplement parce que nous avons un régime qui n'a aucune politique d'occupation des jeunes. Ça, ce sont des jeunes des contrées, ce qu'on appelle l'arrière-pays. C'est l'agriculture qui est le moteur là-bas. Il est question d'accompagner ces jeunes-là pour que ces derniers ne tombent pas dans ce genre de situation. Donc moi, je pense que l'un des premiers responsables, c'est l'État du Cameroun, l'État du RDPC, qui ne fait rien pour que ces jeunes-là puissent être occupés. Et autre chose, vous l'avez relevé, je vais dire Maître Ngefak l'a relevé, peut-être n'a pas aussi tellement martelé. Je vais le faire en disant tout simplement que c'est un réseau, c'est une chaîne. Nous, les praticiens du droit, nous, les hommes de terrain, nous avons toujours l'habitude de défendre ces enfants qu'on prend comme ça la main dans le sac. Mais qui sont les donneurs d'ordre? Et je puis vous dire, Serge Alain, que ces fins limiers des enquêtes judiciaires, des enquêtes policières, mettent toujours la main sur les donneurs d'ordre. Mais seulement, comme ce sont des gros poissons, ils arrivent toujours à mettre des enveloppes qui permettent à ce qu'on brouille le dossier. On vous dit que dans les mandats de recherche infructueux, on a fait des recherches infructueuses et puis le dossier est classé. Non, c'est pour en réalité interpeller l'autorité judiciaire policière sur cette question. Il est aujourd'hui malvenu que l'on dise chaque jour que l'on a mis la main sur des trafiquants d'ossements humains. C'est bien beau, mais il partait où avec ça? Et l'enquête suit, de grâce, présentez-nous souvent à la télévision les donneurs d'ordre. Ok. Le Paul Chenjou, on va terminer avec ça. Vous avez vu les images qui nous viennent de Ako, il faut le dire, dans le nord-ouest du Cameroun. Une reprise. Évidemment, comme tout Cameroun. Pour vous, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? Un certain optimisme, une façon de s'imaginer que demain tout peut aller mieux parce que c'est des zones véritablement sinistrées sur le plan éducatif. Et quand je regarde des images avec des enfants qui courent, qui sont contents, je crois quand même que ça laisse présager un certain optimisme. La joie de retourner à l'école, c'est ça? La joie de retourner à l'école. C'est la vie qui reprend progressivement. Et là, peut-être, on est tenté de dire que le cardinal Toumé avait raison, de dire quand même que dans ces régions-là, il y avait la vie qui renaissait. Et je crois qu'avec les images, et là, une fois de plus, il faut féliciter Equinox de le montrer. On comprend qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur le terrain et on ne peut que encourager cela. Ce que je veux dire à mes frères... Il y a de quoi être optimiste avec bien sûr partie de ces images. Bien sûr, lorsqu'il y a des hommes, il y a la vie.
Et je veux dire à mes frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que nous sommes frères. Nous avons une nation que nous avons héritée de nos parents. C'est le Cameroun. Et nonobstant ceux qui gouvernent notre pays, nous pouvons être d'accord avec eux ou pas. Il faudrait que tout Camerounais sache que tout le monde passera, mais le Cameroun restera. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons agir dans le sens de la pérennisation du vivre ensemble et du Cameroun. Et quand je l'ai dit, je souhaite que les autorités qui ont à la charge de gouverner ce pays, de le gérer, comprennent que tout développement vient à la suite du désenclavement. Quand j'ai dit désenclavement, j'ai dit que il faut qu'il y ait la route, il faut qu'il y ait l'électricité, il faut qu'il y ait l'eau, il faut qu'il y ait des hôpitaux pour que les populations n'aient plus de frustration. Parce que c'est là, tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la reconnaissance des frustrations énormes des populations et qui ont l'impression de ne pas être entendus. Il faudrait donc que ceux qui nous gouvernent comprennent qu'il est important de dialoguer, de communiquer, parce que c'est la communication qui est au centre de la vie humaine et de l'interactivité des hommes. Donc, nous n'attendons que le retour à la paix totale au nord-ouest et au sud-ouest. Ça va se faire parce que le Cameroun est l'un des pays les plus bénis au monde. Donc, du coup, ce que je veux dire là, c'est que, chers frères du nord-ouest et du sud-ouest, nous vous aimons, nous vous attendons dans le grand débat de notre pays pour qu'il puisse rester debout et que nous puissions continuer à faire peur aux nations qui sont devant nous. Maître Achille Ledieu, c'est rassurant pour vous, vos SDF qui avaient été ces dernières semaines la cible, on va le dire comme ça, des séparatistes? Eh bien voilà Serge, je suis aujourd'hui très heureux, très fier, très optimiste avec ce que je vois là. Et pour vous dire la vérité, je reconnais ma chaîne, je reconnais Equinox Télévision aujourd'hui parce que voyez-vous, une fois lors de votre passage ici là, l'un de mes passages sur votre plateau, il y avait une image montrant les atrocités. Je vous avais fait ce procès que effectivement on devait montrer d'un côté ce qui se passe là, mais de façon rassurante. Il fallait aussi montrer de l'autre côté les images qui montrent aussi le combat des populations à la maison. Bref, pour ne pas stigmatiser, pour ne pas continuer à créer la psychose dans l'esprit des populations. Bref, ces images pour moi me vont droit au cœur. C'est le lieu de dire un grand merci à la chaîne Equinox Télévision qui est allée jusque sur le terrain pour nous donner, pour nous montrer ces images. Question de dire aux populations que effectivement le cardinal émérite Christian Toumi avait raison lorsqu'il disait quelques mois plus tôt qu'il y avait des signaux qui montraient que un retour à la normale est possible et est en train de se dessiner. Véritablement à nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest qui ont pris les armes contre la mère patrie, nous vous disons tout simplement d'écouter votre cœur, laissez de côté cette politisation, revenez à la table du dialogue. Ce n'est qu'au sein de la République que l'on peut poser des préoccupations. Comprenez que en décapitant, en tuant nos semblables qui sont nos frères, ça n'avance pas la situation. Depuis que les morts sont décomptés là-bas, la situation n'a pas évolué. Mais avec le dégel que nous observons, avec je vais dire les apports des uns et des autres pour que la situation retourne à la normale, je pense que nous devons plutôt capitaliser ces efforts-là afin que véritablement le Cameroun reste un et divisible dans sa spécificité. Ok, Maître Nguefak, vous avez le mot de la fin? Oui, Serge Alain. Une dose d'optimisme? Je suis très optimiste. Je vous ai dit que je déteste le mot sécession. Je n'aime même pas prononcer. Je dois dire à nos frères du sud-ouest et du nord-ouest qui ont manifesté au-delà de leur colère pour cet abandon, qui ont pris les armes. Je dois dire que depuis 3 ans, nous avons compris, depuis presque 1 an et demi, vous aussi vous avez compris. C'est pourquoi vous essayez de baisser de colère pour laisser les enfants fréquenter. Sincèrement, c'est des actes positifs. Pour ceux qui doutent encore, suspendez tout.
donner rendez-vous dans 2 ou 3 ans et on verra si le développement tant souhaité, il ne vient pas. Si vous reprenez les armes en ce moment, je crois que tout le monde sera avec vous. Vraiment, cessez avec la guerre. Cessez avec la guerre. Vous avez libéré les enfants, nous avons vu. Continuez et puis le Cameroun sera beau. Merci. Merci Maître Guifa d'être passé. Merci Léopold Chenjou. Merci Serge. Merci Serge. Oui, oui tu sais pourquoi tu ris, mais bon. Voilà, merci Maître Achille Lejo. C'est nous qui vous disons merci d'avoir permis au SDF de contribuer au débat citoyen. Voilà, merci Jacques Bertrand. C'est la première, merci beaucoup. Oui, c'est donc moi qui vous remercie et je remercie également les téléspectateurs qui ont passé le temps à suivre cette émission. Je leur dis que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale a un projet de vie pour eux, pour améliorer leurs conditions de vie et le standard de vie sera meilleur. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette dernière de la semaine et qu'il en soit, on se donne rendez-vous lundi 19h. Bonsoir, Ako.